tout va bien, pas de soucis, je bois pas. Se préparer, presque comme un joueur. À moins d'une heure de Nice-Monaco, Stéphane Lannoy est déjà dans sa concentration, conscient qu'il va être scruté. Car le Français fait partie des 52 arbitres présélectionnés pour la prochaine Coupe du Monde, et seuls 33 iront au Brésil. Ça rajoute pas une pression supplémentaire. Il faut être régulier, tout en sachant que, évidemment, malheureusement, c'est un peu comme les joueurs, il y a des matchs où on est un peu moins bien, où on est un peu moins efficace, mais espérons que ce soit pas ce soir. Ce soir, il faut marquer des points. Ce soir, il faut marquer des points, oui, ce serait mieux, ouais, en effet. Stéphane Lannoy, 44 ans, est l'unique chance pour l'arbitrage français d'être présent au Mondial. Ce serait une reconnaissance de l'arbitrage français. Et ça pourrait nous permettre de poursuivre, de travailler dans la vraie sérénité. Depuis 1974, jamais une Coupe du Monde ne s'est déroulée sans un arbitre français. S'il n'y va pas, ça serait une déception pour nous. En termes de rayonnement, ça serait quand même dur à encaisser. Ce serait aussi une sanction pour un arbitrage aujourd'hui discrédité sur la scène internationale. Seul Stéphane Lannoy figure sur la liste UEFA des meilleurs arbitres européens, quand l'Angleterre, l'Espagne ou l'Italie ont 3 représentants. Bon match tout le monde, les gars. Elle paraît loin l'époque où la France, grâce à Michel Vautreau, Joël Quignou ou encore Robert Wurtz, imposait le respect dans le monde entier par ses coups de sifflet. Symbole du déclin, il faut remonter à 2001 pour voir une finale de Coupe d'Europe avec un Français, Gilles Vessière. Pourquoi notre arbitrage a-t-il perdu de sa splendeur? Les arbitres français sont-ils encore au niveau? Tout comme les joueurs de l'équipe de France, les arbitres ont fait de Clairefontaine leur point de ralliement. Tous les 2 mois, ils analysent leurs dernières performances, débattent de leurs erreurs pour améliorer leur prise de décision. Au programme ce jour-là, l'art de mettre un carton. Voilà, toujours sans agressivité, puisque l'agressivité amène l'agressivité, vous le savez. Avec flegme, un petit peu à l'anglaise, ça passe quand même mieux. Voilà, sur le fond, on est tous d'accord. Sur la forme, ça fait jongleur Cirque Pinder quand même. Là, on a vraiment l'impression que le carton est mis sous la pression. Dans ces séminaires, la voix qui compte désormais, c'est celle de Pascal Garibian, nouveau directeur technique. 6 mois après sa prise de fonction, comment explique-t-il cette éclipse sur la scène internationale? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'arbitrage international, c'est une succession de marches et qu'une marche manquée stoppe une carrière. Malheureusement, certains de nos arbitres français, ces dernières années, il faut le reconnaître, lors de tournois, ont pu manquer des marches. Mais les défaillances individuelles ne suffisent pas à justifier ce déclin. Durant notre enquête, nous avons découvert un arbitrage français rongé de l'intérieur par une décennie de conflits. La réforme lancée l'an dernier par Éric Borghini ne pouvait plus attendre. L'arbitrage français n'était pas un champ de ruines quand nous l'avons pris en main. C'était un champ de mine. L'objectif de Noël Le Graët et ses instructions, ça a été de pacifier l'arbitrage. Donc il fallait absolument en finir avec les divisions, les querelles d'ego, le clanisme. Toutes ces dérives, Bruno Derrien les a dénoncées en 2009, 3 ans après la fin de sa carrière, dans ce livre. Une déflagration dans un milieu qui cultive l'omerta. Oui, l'arbitrage français est une pétaudière aujourd'hui. Il y a autant de clans, autant de courants qu'au Parti socialiste. C'est la guerre. Particulièrement visé, Marc Batta, directeur national de l'arbitrage entre 2004 et 2013. Batta, lui, a compris qu'il avait intérêt à faire le vide autour de lui pour durer. Ceux qui sont prêts à le servir sans broncher sont les bienvenus. Les autres, tous les autres, sont priés de prendre la porte. Aujourd'hui, Bruno Derrien a choisi de ne plus parler, épuisé, dit-il, trop seul à critiquer ce système. Marc Batta, lui, n'a donné suite à aucune de nos demandes d'interview. Les rares qui acceptent de témoigner sont ceux qui ont pris du recul avec l'arbitrage, comme cet ancien président du syndicat des arbitres, sans concession avec l'ère Batta. 10 ans où c'est plus le clientélisme, le copinage qui ont prévalu. Je pense que Marc Batta n'avait pas de garde-fou. On lui donne les pleins pouvoirs sans contrepartie. On avait un bateau qui prenait l'eau, on essayait de mettre un petit peu des rustines à droite à gauche. Si véritablement il avait œuvré pour l'arbitrage, plutôt que d'œuvrer pour lui-même avant tout, l'arbitrage français aurait peut-être progressé davantage.
Un autre se permet de dénoncer publiquement la méthode Bata. Frédéric Arnaud, arbitre assistant au Mondial 2002, estime qu'elle a nui à la qualité de l'arbitrage. De 2005 à 2007-2008, tous les arbitres et arbitres assistants internationaux qui ont arrêté leur carrière, aucun n'est rentré dans l'encadrement de l'arbitrage sous la précédente direction. Ça interpelle personne? Qui mieux que des arbitres qui ont connu le très très haut niveau, qui ont été en Coupe du Monde, qui ont été en phase finale de championnat d'Europe, qui mieux que ces gens-là pouvaient transmettre tout ça à la jeune génération? Ça n'a pas été fait. Les gens qui encadraient, eh bien, ils n'avaient peut-être pas forcément les compétences et le bagage d'expérience nécessaire pour le faire dans de bonnes dispositions. Hors caméra, de nombreux arbitres évoquent une décennie d'opacité et dénoncent les systèmes d'évaluation et de classement. À l'image de Cédric Cottrell, certains ont même saisi la justice pour des rétrogradations vécues comme des règlements de compte. Explication avec Samuel Chevret, qui a été leur avocat. Le manque de transparence et le manque d'objectivité nourrissaient ce sentiment d'une notation faite à la tête du client. On avait un résultat qui tombait et qui parfois est extrêmement différent de ce que l'arbitre avait reçu tout au long de l'année comme appréciation. On lui disait non ça va et puis il se retrouvait il était en fin de liste. Donc il ne comprenait pas pourquoi. En 2011, le Conseil olympique et sportif lui donne raison dans cet avis que nous nous sommes procurés. Le processus de classement et d'observation ne paraît pas garantir toutes les conditions d'impartialité et de transparence nécessaires à une évaluation du niveau d'aptitude des arbitres. Il y avait un sentiment effectivement de frustration et d'injustice que j'ai ressenti de la part de certains arbitres, oui. Comment sortir de cette impasse et tourner la page d'une époque qui a terni l'image de l'arbitrage français? Ce dimanche-là, Patrick Lhermitte est à Lorient pour superviser Benoît Bastien. Dans le nouveau système d'évaluation, il fait partie des 15 observateurs chargés de noter et classer les 21 arbitres de l'élite. De cette hiérarchie découle promotion et rétrogradation. Il faut que ça soit aussi, que l'évaluation soit aussi transparente et juste, quoi. Donc il n'y a pas de cachotterie à faire. On n'est pas dans notre petit coin, la note cachée, non, c'est fini. C'est fini parce que ça existait avant? Oh, dans un ancien temps. Joli. Avertissement. Bien vu. Ça monte sérieusement l'intensité. Qui verrouille là. Depuis le contact entre les deux, il y a eu 2-3 imprécisions là. On doit juger vraiment avec une parfaite honnêteté parce que c'est aussi l'intérêt que sur la liste FIFA, nous proposions les meilleurs arbitres pour qu'ils aient les meilleures désignations au niveau européen, qu'ils soient présents sur les grands rendez-vous, Champions League, etc. Bon match, bravo. Merci. Bravo. Merci Patrick. Content? Ouais. C'est bien. Moi j'ai bien apprécié donc l'ensemble, à la fois la tentative d'avantage. Très vite tu vois que ça n'y va pas, tu reviens à la faute. Parfait. Et puis j'ai bien apprécié après la façon de mettre l'avertissement. C'est ton premier avertissement à la 52e minute. Ça ne méritait pas d'en faire des tonnes. Tu mets l'avertissement, il y a un petit geste de sympathie avec le joueur qui passe bien. Donc parfait. La leçon à retenir ce soir, la piste de travail, c'est quand ça se passe bien, on ne joue pas avec le feu. C'est pas la peine d'aller chercher l'excès de confiance. D'accord? Ça se passe bien, va pas au-devant des problèmes. Parce qu'ils vont venir tout seuls, de toute manière. Donc je crois que vraiment c'est ce qu'il faut retenir. On fait jamais un super match, il y a toujours des trucs. Que ce soit pour un joueur, il y a toujours une passe ratée. Pour un arbitre, il y a toujours un coup de sifflet trop, pas assez par moment, voilà. Le but, c'est de rechercher cette perfection. Changer de sens de rotation. Recherche de perfection également sur le plan physique. Retour à Clairefontaine. Très bien. Parfait, très bien. Allez, Tony. Ouais, les arbitres de l'élite s'imposent un entraînement quasi quotidien pour parcourir sans faillir 12 km en moyenne par match. Allez, soufflez les gars, soufflez, récupérez, levez la tête. Voilà. Aujourd'hui, les arbitres de haut niveau ont des performances aérobies au moins égales à celles des joueurs, voire pour certains supérieures. Allez Anthony, allez. Courir longtemps sans jamais perdre de vue les lumières qui s'allument. Les exercices sont adaptés aux exigences de l'arbitrage. Immédiatement là. Très bien, super ça. Allez Fifi, le démarrage, c'est ça qui m'importe. Voilà. Allez, bien joué Fifi. Lève la tête, ne regarde pas tes pieds. Regarde tout ce qui se passe autour. Voilà, super comme un match.
Parfait. C'est les habituer à prendre des informations dans la difficulté, on va dire, dans la fatigue. Et pour derrière, quand match, prendre les bonnes décisions et être au plus près de l'action, quoi. Prendre les bonnes décisions comme une obsession. Encore faut-il que ce travail, ces efforts se fassent dans la bonne direction. Aujourd'hui, on a cloné un petit peu l'arbitrage français. On a robotisé un petit peu l'arbitrage français. Donc il manque, à mon avis, de psychologie. Ils sont très forts physiquement. Ils ont des performances que par le passé, on n'en a jamais eu. Mais à un moment donné, courir le 100 mètres en 6 secondes, ça ne sert à rien. À un moment donné, il faut peut-être se placer différemment, être plus intelligent. Des fois, une parole, un mot, un sourire, ça vous permet de déconnecter beaucoup de choses. Les instances internationales font-elles aujourd'hui les mêmes reproches à nos arbitres? Pour trouver une réponse, nous allons à Marrakech où se déroule la Coupe du Monde des clubs. Plusieurs arbitres présélectionnés pour le mondial sont réunis autour du responsable de l'arbitrage à la FIFA, Massimo Boussaka. Okay guys, good morning again. So we continue this morning on the preparation as we did every day. Nothing changed. Notre question, les arbitres français sont-ils au niveau? Je ne suis pas prêt pour donner cette réponse. Si dans un pays, ils n'ont pas bien travaillé ou plus qu'un autre, moi je regarde vraiment comme équipe nationale quand les arbitres arrivent chez nous. Il n'en dira pas plus, déjà concentré sur ce mondial où pour la première fois les arbitres utiliseront un spray pour mettre le mur à distance. Déterminés surtout à amener au Brésil les meilleurs, ceux qui sauront prendre leurs responsabilités. Yes, Gassama. Now this is the moment, Gassama. This is the moment to change. Good, Gassama, good. Now it's changing speed. This is changing speed. La FIFA a les idées claires sur ce qu'elle attend d'un grand arbitre. Let's see, talk with the player. On a beaucoup dans le monde de bons arbitres. Celui qui veut aller à la Coupe du Monde, ça doit être un très bon arbitre. On a besoin des arbitres avec une grande personnalité, qui sont capables de prendre les décisions difficiles, qui sont capables d'anticiper les problèmes, pas attendre les problèmes. Et le grand arbitre, il a reçu une instruction, mais après, il a la compréhension du jeu. Après, il comprend qu'aujourd'hui, il faut siffler un petit peu plus. Aujourd'hui, cette carton jaune, ça peut changer le match. Non, aujourd'hui, je ne dois pas, parce que les joueurs acceptent. Et là, c'est la compréhension du jeu, encore une fois. Et ce sont des choses que quelquefois, tu l'as ou tu l'as pas. Épouser ces standards pour regagner la confiance des instances internationales. Un enjeu pour Anthony Gauthier, qui reçoit dans son vestiaire le capitaine du PSG, à quelques minutes d'un Paris-Lyon au Parc des Princes. Très bien. Allez, bon match au frère. Gauthier est aujourd'hui aux portes de l'élite européenne. Il faut l'exposer dans des matchs à tension pour montrer à l'UEFA qu'il sait gérer toutes les pressions. Mais le rayonnement international d'un arbitre ne dépend pas uniquement de ses performances. Il doit être soutenu, appuyé. Et dans ce domaine, les Français partent avec un handicap. L'arbitrage, c'est le reflet aussi de la politique. C'est-à-dire qu'il faut faire du lobbying pour être sur la scène internationale. Très honnêtement, nous ne sommes pas assez représentés dans le corps des observateurs de l'UEFA. Et c'est un des objectifs, c'est que l'arbitrage français soit aussi présent parmi les observateurs de l'UEFA. Au-delà des bonnes intentions, pour l'heure, un seul Français siège à la commission des arbitres de l'UEFA. Son identité a de quoi surprendre. Marc Batta, celui qui pour beaucoup a conduit au déclin international de l'arbitrage français. Est-ce qu'il appuie de tout son poids pour mettre en avant ses arbitres? Parce qu'il ne faut pas se leurrer, les gens dans la commission, ils sont autour de la table, ils sont membres de la commission de l'UEFA, mais ils défendent aussi un petit peu leur pays, ce qui est normal. Et à un moment donné, on a peut-être la voix française qui ne se fait pas suffisamment entendre. L'avenir se dessine aussi loin de l'UEFA. Enchanté. Également. Sébastien. C'est aller vite pour toi en plus. Hein. Alain Sars, ancien arbitre international, vient au Touquet pour observer Antoine. Cet étudiant en médecine est l'un des 7 espoirs repérés par un tout nouveau programme de détection. Ce dimanche, il dirige un match de DH, la 6e division. Faites comme si j'étais pas là. Ça serait la plus belle bêtise de changer ton arbitrage, surtout toi.
C'est les futurs Stéphane Lannoy, les futurs Clément Turpin. C'est un garçon qui a 21 ans. Tous les 7 d'ailleurs ont 21, 22 ans. Donc sont susceptibles d'arriver en Ligue 1 grâce à cette promotion accélérée à 25, 26, voire 27 ans. Et en fin de compte, c'est ce que nous demandent les instances internationales, tant la FIFA que l'UEFA, qui veulent des arbitres de haut niveau, des arbitres internationaux très jeunes. On ne peut plus accepter que des arbitres soient aseptisés, c'est-à-dire qu'ils rentrent tous dans le même moule. Il faut vraiment qu'ils puissent exprimer leur personnalité, parce que quand ça devient dur, quand les équipes commencent à mettre des coups, à contester, c'est là qu'on voit véritablement les meilleurs arbitres, ceux qui savent se sortir de n'importe quel bourbier. Le copinage, ça c'est niet avec nous. Le clientélisme, c'est niet. On fait sa carrière sur le terrain et pas dans la tribune. Une première mi-temps où tu m'as un petit peu laissé sur ma faim, et une deuxième mi-temps que je qualifierais d'excellente. Tu as l'intelligence vis-à-vis des joueurs bleus qui sont frustrés de ne pas les sanctionner. Le joueur bleu qui dégage le ballon dans les trucs, il perd. Il est frustré, il perd. Tu te comprends ça, si tu viens lui mettre un avertissement, c'est que toi tu n'as rien compris au football. Et là, moi j'ai apprécié. Il y a beaucoup d'exemples d'arbitres qui étaient très prometteurs, jeunes, et qui seniors ont un peu décliné. Donc la Ligue 1 est vraiment très très loin. Je pense que ce serait vraiment de la folie d'y penser, quoi. Détecter les meilleurs, les juger de manière transparente, en finir avec le clientélisme. Autant de chantiers engagés pour redonner du crédit à notre arbitrage et séduire ainsi des instances internationales trop longtemps déçues. Le défi sera de s'y tenir, de ne pas retomber dans d'éternelles luttes de clans, pour qu'à nouveau, les coups de sifflet français retentissent dans le monde entier.